Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce chapitre qui va être consacré à l'installation de l'appliance UTM Sophos. Commençons d'abord par cette première leçon qui est la préparation de l'environnement. Donc dans le plan, nous allons voir les différents éléments constitutifs du lab, puis nous allons voir le schéma de liaison et d'interconnexion des différents sites. Et du coup, nous allons voir le schéma du lab global. Je vais vous laisser des liens de téléchargement. Un premier lien qui va être pour l'appliance de Sophos et un deuxième lien qui va être pour télécharger l'hyperviseur Workstation de VMware. Donc, par la suite, nous allons voir une démonstration de la préparation de l'environnement virtuel sur l'hyperviseur VMware Workstation. Et ensuite, nous allons installer les VM qui vont accueillir les différents appliances dont Sophos UTM, Windows Server 2016 et Windows 10. Donc, les éléments constitutifs du lab, nous allons donc avoir besoin de 3 connexions Internet. Donc, l'idéal c'est ça. Donc, c'est d'avoir 3 connexions Internet, 2 pour le premier site et 1 pour le deuxième site. Les 2 premières pour le premier site pour simuler, c'est-à-dire 2 ISP différents, de providers différents, afin de vous montrer comment configurer le load balancing côté Internet. Donc, nous aurons aussi besoin d'avoir un hyperviseur de type Hyper-V ou bien VMware. Moi, je vais utiliser VMware Workstation. Et nous allons installer dedans 5 machines virtuelles. Donc, 2 machines virtuelles pour Sophos UTM, chacune avec 3 interfaces réseau, 3 interfaces pour la première, donc, et minimum 2 cartes réseau, 2 interfaces réseau par appliance, par VM. Une autre VM pour Windows Server, pour installer le domaine et le DNS, ainsi de suite. Et nous aurons aussi besoin de 2 VM client Windows Server. On va utiliser client. On va utiliser Windows 10. Ce que je vais utiliser moi sur le lab, donc je vais utiliser l'UTM virtuel, la 9.5, bien évidemment. Et donc VMware Workstation Pro, la version 14. J'utilise aussi Windows Server 2016 R2 et Windows 10 pour la partie client. Donc, nous avons 2 sites. Je vais vous montrer par la suite le schéma global du lab. Donc, le premier site contient 3 machines virtuelles, l'UTM, le domain controller et un utilisateur ou bien un PC pour simuler un utilisateur dans le LAN. La même chose pour le site distant, sauf qu'ici on va pointer le domaine sur le site principal. Donc, on va utiliser 2 machines uniquement qui sont l'UTM et un PC distant pour simuler un utilisateur dans le LAN. Donc, le domaine pour tout le lab sera sns.local. Et donc, les noms des machines, ce sont comme suit. Donc, sns-utm pour l'UTM, dc.sns.local pour le DC, user.sns.local pour l'utilisateur du site principal, et donc bo-utm pour dire branch office. Donc site distant ce sera le nom de l'appliance UTM, et remoteuser.sns.local sera le nom du PC distant, du site distant. En ce qui concerne les subnets du LAN, donc on va utiliser le 10.10.10/24 pour le site principal et on va utiliser le 10.10.20/24 pour le site distant dans les adresses IP. Ça sera donc le 1 pour l'UTM, le 2 pour le DC et le 5 pour l'utilisateur. Et la même chose sur le site distant, on va utiliser le 20.1 pour l'UTM et le 20.5 pour l'utilisateur sur le LAN. Donc la passerelle, ça sera automatiquement celle de l'UTM.
la 10.1 pour le site principal et la 20.1 pour le site distant. Pardon, je vais utiliser un pointeur. Comme ça, c'est mieux. Donc, on va utiliser la 10.1 comme passerelle pour le site principal et la 20.1 comme passerelle pour le site distant. Les versions, donc, on utilise la 9.5 pour l'UTM, Windows Server 2016, pardon, ici j'utilise 2016, voilà, et Windows 10, tout simplement pour les utilisateurs sur le réseau, et l'UTM 9.5 toujours pour les deux sites. Donc voilà le schéma de liaison. Nous allons avoir besoin de 3, donc ici c'est chaque VM elle est dans une case, donc dans une cellule. Voilà. Donc nous avons 1, 2, 3, 5 machines virtuelles. La première contient 3 cartes réseau. La deuxième, une carte. Et l'UTM du site distant contient 2 cartes réseau. Et donc l'utilisateur contient toujours une carte réseau. La même chose pour le DC. Donc, mais on va utiliser 5 réseaux virtuels. Donc, VMnet 0, VMnet 1, 2, 3. Et on va utiliser le VMnet 4 pour les tunnels VPN. Donc, on va tout simplement utiliser VMnet 1 sur chaque site pour simuler la partie 1 de chaque site. Donc, le VMnet 0 va être consacré pour le site principal pour simuler le LAN, le VMnet 1 pour simuler le WAN 1 et le VMnet 2 pour simuler le WAN 2 sur le site principal. Ensuite, nous avons le VMnet 3 qui va être le LAN du site distant et le VMnet 1. Donc, on va utiliser la même connexion Internet. Donc, le VMnet 1 toujours pour simuler le WAN du 10e site. Et nous avons le VMnet 4 pour l'utilisation d'un tunnel VPN. Donc voilà. Voici le schéma du lab. Donc nous avons 2 sites. Le site principal, le headquarter, et le branch office. Donc à l'intérieur du site principal, nous avons une appliance UTM 9.5. Donc ceci, tout ça c'est l'appliance. La même chose ici. Donc la première appliance, nous allons utiliser 2 interfaces pour le WAN. Donc nous allons utiliser ETH2 et ETH1 pour chaque ISP. Donc on va avoir 2 connexions Internet pour le premier site. Et nous allons utiliser le ETH0 pour la gateway du réseau local. Donc, ce sera la patte du LAN sur laquelle les 2 machines vont être connectées. Donc, la machine de l'utilisateur et la machine du DC. Par contre, sur le site distant, nous allons utiliser uniquement une seule interface WAN, un seul ISP. Donc, on va utiliser le ETH1 et donc le ETH0 ce sera le LAN du deuxième site. Donc, ce sera la passerelle de ce PC. Nous allons aussi utiliser une autre interface consacrée pour le tunnel VPN. Donc, nous allons plutôt utiliser un autre réseau consacré au tunnel VPN, sachant qu'on va simuler aussi un client VPN de type remote user ou bien un utilisateur nomade ou bien un utilisateur ambulant. Donc, il va se connecter à distance sur l'appliance à travers Internet, bien sûr. Donc, voilà les liens vers l'image de l'UTM Software et le lien vers VMware Workstation.
Voilà, maintenant nous allons voir les différentes étapes de configuration. Commençons par configurer le VMware Workstation, notre hyperviseur. Donc de créer les différents réseaux sur Workstation. Par la suite, nous allons configurer les différentes VM dans Sophos sur Workstation et par la suite les VM Windows Server plus la VM, les VM du client. Donc ensuite, nous allons configurer notre domaine sns.local et sa personnalisation bien sûr dans le serveur DNS. La configuration des PC et leur jonction au domaine. Donc nous allons joindre les deux PC, plutôt le premier PC d'abord au domaine. Donc le domaine, ce sera le nom du DC, ce sera dc.cns.local. Le nom du client, ce sera le client AD, ce sera user.cns.local. Et le mot de passe du lab, je vais utiliser sns@learn durant tout le lab. Donc, on peut garder ça en tête. Donc, @learn, ce sera le mot de passe du lab. Avant de passer à la démonstration, nous avons quelques prérequis. Donc, l'image ISO de l'UTM version Virtual Appliance, il faut télécharger cette version et non pas une autre. Et donc, l'UTM en version Appliance virtuelle est compatible avec plusieurs plateformes de virtualisation dont VMware ESX à partir de 5.1 et plus, Microsoft Hyper-V à partir de la version de Windows Server 2008 R2 et plus, KVM 1.0 et Citrix XenServer 6.0 Entreprise et plus. Donc, et la configuration minimale de la machine virtuelle, donc que ce soit pour la version VM ou la version hardware, sachant que la version hardware est installée sur un équipement hardware de type PC, n'importe quel PC ou bien n'importe quelle machine compatible Intel, donc peut recevoir l'appliance UTM, tout simplement. Donc, sachant qu'il faut avoir au minimum les prérequis ou bien la configuration suivante. Un processeur Intel, tout simplement un seul corps, minimum bien sûr. Un lecteur CD pour pouvoir lancer l'installation de l'appliance UTM. 1 Go de RAM, à partir de 2 Go c'est recommandé. 40 Go minimum de disque et 2 interfaces réseau ou plus. Donc minimum c'est 2 interfaces. C'est logique afin tout simplement, si on revient ici, afin d'utiliser la première pour le WAN et la deuxième pour le LAN. Donc voilà, maintenant on va passer à la démonstration réelle sur notre hyperviseur. Donc voilà, nous sommes sur l'hyperviseur VMware Workstation. Donc j'ai lancé en background les deux VM qui vont s'installer. Donc je vais pas vous montrer comment installer Windows, ni Windows Server d'ailleurs. Donc je vais maintenant nous allons voir le Virtual Network Editor, donc pour éditer les réseaux virtuels à partir du menu Edit et puis Virtual Network Editor. Donc une fois lancé, nous allons cliquer sur Change Settings afin de lancer les changements en mode administrateur. Donc, par défaut, nous avons plusieurs cartes réseau. Dans les deux, par défaut, la VMNet 1 et la VMNet 8. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va tout simplement supprimer toutes les VMNet, donc tous les réseaux virtuels. Et on va d'abord créer nos propres VMNet. Donc, nous allons créer nos propres réseaux virtuels et nous allons tout simplement cliquer sur Add Network ou bien ajouter réseau. Et premièrement, nous allons utiliser le VMNet 0. Rappelez-moi de l'utilisation du VMNet 0. Voilà, très bien, c'est la
partie LAN du premier site. Donc, ce VMNet va être tout simplement utilisé uniquement sur les hôtes dont ils sont bindés, dont ils sont mappés. Donc, il va pas être bridgé partant sur les autres VM. Donc, nous allons utiliser host only, donc connecter les VM en interne en private network. On va cocher connect host virtual adapter to this network pour avoir sur ma machine VM, sur ma machine hyperviseur, une carte réseau qui correspond à ce réseau. Donc, je vais utiliser ici le réseau 10.10.10 sans que je coche utiliser un serveur DHCP local sur cette carte. Donc, je vais appliquer et les paramètres vont être pris en compte. Voilà, parfait. J'ai créé une VMNet 0 qui sera donc le premier réseau virtuel qui va correspondre au LAN du premier site. Nous allons faire la même chose pour les autres. Donc le VMNet 1 qui va être le WAN 1 du premier site. Toujours, je décoche donc d'abord utiliser le serveur DHCP. J'ai pas besoin de serveur DHCP sur cette carte, mais plutôt cette carte va être bridgée sur ma carte réseau. Donc sur ma carte réseau Wi-Fi, je vais bridger cette carte. Donc ce réseau virtuel va être bridgé directement sur cette carte, comme si j'ai branché la machine virtuelle dont elle est connectée sur ce réseau. Donc comme si je l'ai branché directement au switch que mon PC est connecté. Donc utiliser bridge et je vais appliquer. Ça, donc maintenant nous avons créé le VMNet 0 qui correspond au premier site pour le LAN et le WAN pour le premier site toujours. La même chose, le VMNet 2, ça sera consacré pour le WAN du deuxième site, mais je vais pas le créer maintenant. Donc je vais utiliser directement le VMNet 3 qui correspond au LAN du deuxième site. Voilà, là ici ce sera pratiquement la même configuration que le VMNet 0. Donc en host only, je vais connecter une carte réseau sur mon hyperviseur et je vais désactiver le serveur DHCP, sachant que le net de ce réseau, ce sera le 10.10.20/24. J'applique. Je vais encore utiliser une autre carte qui sera la VMNet 4 qui va être utilisée plus tard pour le tunnel VPN. Sinon, comme vous voulez, je vais pas l'activer pour le moment. On va se contenter de 3 VMNet, de 3 réseaux virtuels, dont le LAN, le WAN 1 et le LAN du deuxième site. Donc, le WAN 1, ce sera le VMNet 1, ce sera le WAN pour le premier site et toujours le WAN pour le deuxième site. Voilà, parfait. L'installation du Windows client, elle est terminée. Donc, je vais juste modifier l'affichage de la machine. Donc voilà, très bien. Comme vous pouvez le constater, donc l'installation de la machine user est terminée. Nous allons relancer l'installation du Windows Server. Voilà. Maintenant, on va laisser cette machine s'installer jusqu'on va lancer l'installation de la machine virtuelle qui correspond à l'utilisateur sur le LAN du deuxième site. Donc, on va faire une installation cette fois-ci typique. On va lancer juste l'image ISO de Windows 10.
Donc, on va lancer l'installation, chose qu'on va faire en background. Donc, juste pour vous montrer quand les étapes à suivre afin de lancer l'installation de la machine. Donc, Remote User. Voilà, très bien. On lui donne uniquement 20 Go. On n'a pas besoin de tous ces 60 Go. On fait un seul disque virtuel. On customise. On diminue un peu de la RAM pour gagner en performance. On va pas lancer l'installation pour le moment. C'est juste pour vous montrer. Oups, je n'ai plus d'espace disque disponible. C'est pas grave. Voilà, très bien. Comme ça, on va gagner en ressources. Et voilà. Normalement, maintenant, on va pouvoir installer l'utilisateur, la machine virtuelle de l'utilisateur distant. Donc, Remote User. Next. On va lui donner juste 20 Go en un seul fichier. On choisit quelque chose comme 1 Go 5. Close, finish. Parfait. Voilà, en réalité, c'est pas pour vous montrer comment installer Windows, mais plutôt comment comment interconnecter les cartes réseau. Donc, on prend la première machine virtuelle qui correspond à l'utilisateur du site principal. On clique sur configuration et puis sur la carte réseau, on va utiliser le réseau virtuel VMnet 0 qui correspond au LAN du premier site. La même chose sur Windows Server. On va utiliser le même réseau. Donc, les deux PC, donc les deux machines virtuelles ou User et Windows Server vont être connectés sur le réseau VMnet 0 qui correspond au LAN du premier site. Donc, la VM de l'UTM du premier site toujours. Donc, on a vu comment interconnecter les cartes réseau, donc c'est déjà fait. La première, c'est pour le VMnet 0, pour le LAN, et la deuxième pour le WAN. Donc la deuxième, ça sera la même chose, donc c'est déjà fait, donc c'est juste pour confirmer. Donc le VMnet 3 pour le LAN et le VMnet 1 pour le WAN. Par contre, sur l'utilisateur distant, on va choisir la carte réseau. Allez, je vous pose la question, quelle carte qu'on va utiliser? Bravo, très bonne réponse. Donc, on va utiliser le VMnet 3 qui correspond au LAN du deuxième site. Voilà, donc, nous avons vu comment installer les deux machines utilisateur remote et utilisateur du premier site. Nous avons vu comment installer l'appliance de l'UTM pour les deux sites, comment interconnecter leurs cartes réseau, ainsi comment interconnecter les cartes réseau et comment créer les réseaux virtuels VMnet 0 à VMnet 4, donc de toutes les machines virtuelles. Voilà, maintenant nous allons attaquer la partie AD. Et donc nous allons installer l'Active Directory. Donc nous allons installer notre domaine, configurer le domaine sns.local. Donc, on va se loguer d'abord sur le serveur qui va contenir le contrôleur de domaine. Et donc, pour ce faire, nous allons sur le menu Démarrer. Ensuite, nous allons lancer le gestionnaire de serveur. Et avant de continuer, nous allons d'abord fixer l'adresse IP de la carte réseau de ce serveur. Et donc, nous allons lui mettre l'adresse qu'on a vue sur le schéma du lab. Alors, à savoir donc la 10.10.10.5 en /24, c'est-à-dire 3 fois 255. Nous allons mettre l'adresse de la default gateway qui est notre UTM, l'interface locale de notre UTM, et on va mettre le serveur DNS
c'est le même que le domain controller. Donc, c'est le même que le domain controller, c'est-à-dire le serveur, c'est à savoir le 5 dans le réseau 10.10.10. Voilà, nous avons terminé. Bon, pour gagner en résolution, je vais mettre en plein écran, comme ça, voilà. Et donc, maintenant, on revient à notre gestionnaire de serveur. Soit on clique sur le menu en haut à gauche, à droite, pardon, sur gérer puis ajouter des rôles et des fonctionnalités, ou bien sur le dashboard de gestionnaire du serveur. Donc, on va cliquer sur l'option 2, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc voilà, nous allons cliquer sur suivant. Installation basée sur un rôle, une fonctionnalité, voilà. Et on va choisir le serveur actuel. Et là, dans la liste des rôles, on a plusieurs rôles. Nous, le rôle qui nous intéresse, c'est le Services ADDS, c'est-à-dire Active Directory Services. Et automatiquement, il va nous proposer d'autres outils nécessaires pour l'installation de ce rôle. Donc, on va confirmer. On clique sur suivant. Il nous propose d'autres fonctionnalités à installer. Pour nous, on n'est pas intéressé par d'autres fonctionnalités, uniquement le rôle ADDS. Suivant et puis suivant. Et maintenant, nous allons cliquer sur installer pour lancer l'installation. Donc voilà, l'installation va prendre quelques minutes. Donc moi, je vais accélérer la vidéo et on va se retrouver après l'installation. Donc voilà, une fois l'installation est terminée, donc on va fermer la fenêtre d'installation et puis jusqu'à maintenant, nous avons installé le rôle ADDS. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, il faut promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, on clique sur ce menu. Pardon, je vais vous montrer. Donc, on clique sur ce menu et par la suite, on clique sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant ou bien ajouter une nouvelle forêt. Donc, il s'agit bien d'une nouvelle forêt sns.local. Suivant. On va choisir le niveau fonctionnel de la forêt. On va descendre un petit peu jusqu'au Windows Server 2008 R2. La même chose du niveau fonctionnel du domaine. Donc, on va choisir 2008 R2, histoire d'avoir une plus grande et plus large compatibilité. Et donc, on va taper le mot de passe de la restauration des services DSRM. Moi, je vais mettre le même mot de passe dans tout le lab. Voilà. Et donc, on clique sur suivant. Il va nous indiquer que il est nécessaire d'avoir une zone DNS et un serveur DNS installé. Donc, automatiquement, il va installer un serveur DNS dans la zone principale, c'est un sns.local. On approuve. Le nom NetBIOS du domaine ou attribué au domaine, c'est-à-dire le nom NetBIOS, ce sera le SNS. Tout simplement SNS. Et là, il nous indique les dossiers de base de données NTDS ainsi que le dossier 6 vols par défaut. On laisse tout ça par défaut. Et voilà. On clique sur suivant. Et il va nous afficher les différentes erreurs qui nous empêchent à installer Windows Server
et promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, échec de la vérification des conditions préalables pour la promotion du contrôleur du domaine. Le protocole de gestion de réseau TCP/IP doit être correctement configuré. Terminer la configuration avant de continuer. Et une ou plusieurs spécifications requises ont échoué. Donc, veuillez corriger ces erreurs et cliquez sur réexécuter la vérification de la configuration requise. Donc voilà, lorsque vous voyez cette erreur, tout ce qu'il faut faire, c'est d'attribuer une adresse IP fixe à votre carte réseau. Donc, on va le faire maintenant. Donc, on va lui attribuer l'adresse 10.10.5, comme on a vu sur les slides. Et puis, le masque /24, ainsi que la gateway, qui est la gateway numéro 1 de notre UTM. Pour ce qui est serveur DNS, on va lui donner son adresse IP, c'est-à-dire c'est lui qui va faire office de serveur DNS. Voilà, maintenant, tout ce qui reste, en fait, c'est de lancer l'installation et la promotion de ce serveur en contrôleur de domaine. Permettez-moi de mettre en full screen le serveur. Donc voilà, on clique sur installer et l'installation va démarrer tout de suite afin d'exécuter les différents scripts qui vont nous permettre de convertir ce serveur en un contrôleur de domaine. Donc moi, je vais essayer d'accélérer la vidéo afin de gagner un peu de temps. Je vous propose de prendre un petit café et revenir dans quelques minutes. Voilà, l'installation est terminée. Donc, vous allez être déconnecté, c'est tout à fait normal. Donc, on ferme la session. Mais avant de se déconnecter, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va le laisser redémarrer. Voilà, le serveur redémarre. Cette configuration, en fait, elle peut prendre un peu de temps après le redémarrage du serveur, donc histoire d'appliquer les paramètres nécessaires afin de rendre ce serveur un contrôleur de domaine. Donc, il faut patienter. Une fois terminé, vous allez se loguer sur le serveur et voir les modifications qui ont été attribuées à ce serveur. Voilà, très bien. Une fois que l'installation est terminée, on va se loguer sur le serveur. Vous voyez très bien que le nom d'utilisateur a changé. Donc, avant, c'était administrateur uniquement. Maintenant, c'est le nom de domaine, SNS, /administrateur. Donc, on se connecte à notre serveur. Pardon. Et voilà, notre serveur est devenu un contrôleur de domaine. Donc, parmi les changements qu'on peut noter, c'est l'introduction de ces deux menus. Donc, ADDS, Active Directory, Directory Services, et le serveur DNS qui est nécessaire au serveur AD. Donc, voilà, ces deux menus. À partir de là, on pourra configurer les différents utilisateurs, etc. Et là, on pourra configurer les différents noms de domaine DNS, les noms d'hôtes, etc. Donc, et à partir du menu outils, c'est à partir de là qu'on pourra configurer et paramétrer et administrer notre domaine, notre contrôleur de domaine. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va uniquement changer le nom de ce contrôleur de domaine. Donc, on clique avec un clic droit avec la souris sur le menu démarrer. Ensuite, système. Et ici, on clique modifier les paramètres.
On peut donner une description pour ce serveur, donc contrôleur de domaine SNS. Et dans ce menu, pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur modifier. Pour nous, on va bien sûr uniquement changer le nom du serveur. Donc, on va lui faire comme ceci. Donc, DC, SNS, DC, tout court. On clique sur OK. Voilà, il nous indique qu'un redémarrage est nécessaire pour appliquer ces paramètres. On applique et on redémarre ultérieurement. Donc, avant de redémarrer, qu'est-ce qu'on va faire? On va sur l'autre utilisateur. On se connecte. D'abord, on va confirmer les configurations et les paramètres des cartes réseau. Donc, ils doivent être dans le même VNet 0, VMnet 0. Donc, pour ce serveur, cet utilisateur, c'est bien. Et pour le serveur, on va voir. Ah non, il faut changer. Donc, on clique sur personnaliser ou custom. Ensuite, on va choisir le VMnet 0. Très bien. On attend quelques secondes pour appliquer les paramètres. Voilà. On va essayer de joindre le serveur à partir du PC de l'utilisateur user. Il n'a pas d'adresse IP, donc on va lui affecter une adresse IP. Donc, ça sera le 10.10.10.5 et la passerelle, ce sera la passerelle de notre UTM. Et comme serveur DNS, on va lui donner l'adresse de notre contrôleur de domaine. Avant de continuer, je vais juste remplacer l'adresse puisque par erreur j'ai attribué l'adresse .5 au contrôleur de domaine alors que sur les slides on doit lui attribuer l'adresse 2. Donc 10.10.10.2 pour le DC et 10.10.10.5 pour l'utilisateur. Donc voilà, on va essayer de joindre ce serveur. Pardon. Point 2. C'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que apparemment l'adresse IP n'a pas été validée. Donc c'est pas grave. Donc on va juste désactiver la carte réseau et réactiver cette carte réseau. Donc en principe c'est bon. Pardon. Donc on va essayer de pinguer l'adresse 10.10.10.2. Très bien. On arrive à pinguer cette adresse. Donc on peut maintenant joindre ce PC au domaine. Pour comment faire? Donc on clique avec le bouton droit de la souris sur le menu démarrer, ensuite système, et par la suite on va cliquer sur modifier les paramètres et sur le bouton modifier, tout simplement on va joindre ce PC au domaine. Donc on va renommer d'abord le PC, on va lui donner SNS-user pour comme un nom et comme un domaine on va lui attribuer le domaine sns.local qu'on a créé tout à l'heure. Donc on clique sur OK. Impossible de contacter, on va réessayer. Toujours la même chose. On va voir pourquoi. Donc
Ici, on va essayer de faire la manip contraire, donc de pinguer notre utilisateur. C'est pas joignable. Vous voyez que c'est pas joignable. On va essayer d'abord de désactiver donc le firewall local de notre DC, de notre Windows Server. Voilà, modifier, activer ou désactiver le pare-feu. On va le désactiver comme ça. Donc, en fait, la même chose, on va essayer de désactiver donc le pare-feu local de notre PC utilisateur. Donc voilà, on désactive. Oui. Et ensuite, on va essayer de pinguer. Donc voilà, très bien. Maintenant, c'était en fait un problème lié au pare-feu local. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réessayer tout simplement de joindre le PC au domaine. Donc, toujours la même chose. De préférence, il faut tout simplement redémarrer le contrôleur de domaine afin que la modification de son nom prendra effet. Voilà, très bien, le serveur a redémarré, donc on se connecte très rapidement et donc on revient à notre utilisateur ici et on va tenter une jonction au domaine. Voilà, très bien. Vous remarquez que l'action est passée, donc très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait se loguer à travers cette fenêtre sur le serveur DC afin de joindre le utilisateur, donc le PC utilisateur au domaine sns.local. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement se loguer, donc se connecter, introduire le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur du domaine. Donc, administrateur et le mot de passe comme on le sait, donc sns.local. sns@learn, Donc, bienvenue dans le domaine sns.local. Très bien. Votre PC a été joint au domaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut redémarrer. Avant de redémarrer, on va juste sur la page des paramètres système, confirmer la jonction au domaine et la modification du nom de ce PC. Donc, le nom de l'ordinateur, c'est sns-user, très bien. Et le nom complet qui va inclure le nom du PC, point, le domaine. Donc, le nom du PC, sns-user.sns.local. Très bien. Parfait. Maintenant, on revient à nos slides pour voir le bilan de cette vidéo. Voilà, je vous remercie. Nous avons vu ensemble les éléments constitutifs du lab. Nous avons aussi vu le schéma de liaison et le schéma du lab, ainsi que une démonstration réelle pour la préparation de l'environnement virtuel sur l'hyperviseur Workstation, ainsi que une démonstration pour l'installation des différentes VM. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.